Vous avez été trompés. On nous a menti toute notre vie sur les plus grandes réalisations du début du XXe siècle, nous nourrissant de belles histoires de héroïsme, de labeur et de génie de l'ingénierie. Mais il suffit d'un instant d'écarter les manuels scolaires et de prendre une calculatrice pour que toute cette image grandiose s'écroule en poussière. Nous sommes habitués à regarder des photographies en noir et blanc de paquebots géants et à croire les légendes dans les musées. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que vous voyez exactement ? Qui a réellement construit ces structures gigantesques qui, même aujourd'hui, 100 ans plus tard, semblent être le summum du progrès technologique ? Pourquoi les scientifiques se taisent-ils sur les incohérences flagrantes dans les chiffres et les délais ? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons détruire l'un des principaux mythes de l'ère industrielle. Nous allons jeter un œil sous le revêtement du légendaire Titanic. Mais nous ne nous intéresserons ni à l'iceberg, ni à l'histoire romantique de Jack et Rose. Nous parlerons d'acier froid et dur, et d'impossibilités mathématiques. Le sujet de notre enquête ? Les rivets. Oui, de simples tiges métalliques qui assemblaient la coque du géant. L'histoire officielle affirme qu'il y en avait 3 millions. 3 millions de doigts métalliques retenant des milliers de tonnes d'acier. Et tous, comme nous l'assurent les historiens, ont été rivetés à la main. Entendez-vous ce son ? C'est le son de la logique qui se brise. Retournons à Belfast au début du XXe siècle. Le chantier naval Harland et Wolff. On nous dit que la construction battait son plein. Des milliers d'ouvriers, tels des fourmis, créaient cette arche. Mais activons notre esprit critique. La date officielle de la pose de la quille est le 31 mars 1909. Le lancement a eu lieu le 31 mai 1911. Nous avons un peu plus de 2 ans pour assembler le squelette principal et le revêtir de tôle d'acier. 2 ans. 790 jours. Supposons qu'ils aient travaillé 100 jours de repos, 100 jours fériés, sans grève et sans interruption due au mauvais temps. Ce qui est déjà en soi une fantaisie pour l'Irlande pluvieuse. Mais soyons généreux et conservons ce chiffre. 790 jours. 3 millions de rivets. Prenez une calculatrice maintenant. Divisez 3 millions par 790. Cela donne près de 3800 rivets par jour. Chaque jour que Dieu fait. Et ce n'est que pour un seul navire. Alors que son frère jumeau, l'Olympique, était construit à côté, nécessitant les mêmes ressources et efforts. Commencez-vous à comprendre l'ampleur de l'absurdité ? Pour saisir l'impossibilité de ce chiffre, il faut comprendre la technologie de l'époque. L'installation d'un seul rivet n'est pas un simple coup de marteau sur un clou. C'est une opération d'équipe extrêmement complexe, exigeant une précision d'orfèvre et une force physique infernale. Le processus se déroulait ainsi. Il fallait d'abord chauffer le rivet dans une forge portative jusqu'à l'incandescence blanche. La température du métal devait être critique pour qu'il devienne malléable, mais sans fondre. Un jeune garçon spécialement chargé du chauffage en était responsable. Ensuite, avec des pinces, il retirait ce morceau de métal incandescent et le lançait, oui, le lançait en l'air, à un receveur qui se tenait sur les échafaudages près de la coque. Le receveur devait attraper le projectile ardent dans un seau ou un cône spécial, sans se tuer ni tuer son entourage. Puis le rivet était inséré dans le trou. Et ce n'est qu'alors que les riveurs entraient en jeu. 2 hommes, munis de lourdes masses, commençaient à frapper l'extrémité saillante pour former la tête du rivet, tandis que de l'autre côté, un 3e ouvrier s'appuyait de tout son poids sur un support pour empêcher le rivet de ressortir. 4 personnes pour un seul point. La coordination des actions devait être parfaite. Une seule erreur, et le métal refroidissait, le rivet était gâché, il fallait le percer. Le percer à la main, perdant des heures de temps précieux. Imaginez maintenant cette chaîne de montage dans la réalité. 3800 fois par jour, cette équipe devait répéter cette danse mortelle avec le métal incandescent. Combien de temps faut-il pour un seul rivet ? Chauffage, lancer, insertion, rivetage, refroidissement.
Même en supposant qu'ils étaient des robots, un rivet de qualité nécessitait au minimum 4 à 5 minutes de travail exténuant. Une journée ne compte que 1440 minutes. Même en travaillant 24 heures sur 24, une seule équipe ne pourrait y arriver. On nous dira, il y avait beaucoup d'équipes, des centaines d'équipes. Mais permettez-moi, la coque d'un navire n'est pas un champ illimité. C'est un espace limité. Les gens devaient se tenir sur des échafaudages, être suspendus à des cordes, se glisser dans les compartiments étroits du double fond. Vous ne pouvez pas placer 5000 personnes sur une seule section de la coque. Ils se tueraient simplement les uns les autres, avec des masses. La densité des postes de travail a une limite physique. De plus, la qualité du rivetage manuel ne peut pas être stable. Le facteur humain est inévitable. La fatigue, une main qui tremble, un métal insuffisamment chauffé. Mais lorsque nous regardons les photographies du revêtement du Titanic ou de l'Olympique, nous voyons des rangées parfaites, comme si elles avaient été imprimées par une machine. La géométrie des lignes est impeccable. Les têtes de rivets sont identiques au millimètre près. Est-ce possible avec un travail manuel, lorsque des centaines de personnes différentes, avec des forces de frappe différentes, frappent le métal? L'histoire officielle affirme, oui, c'est du savoir-faire. Mais tout ingénieur métallurgiste vous dira, c'est une anomalie statistique. Il est impossible d'atteindre une précision mécanique avec les mains de milliers d'ouvriers semi-analphabètes, travaillant dans la fumée, le bruit et un danger constant. C'est là que réside le piège, celui qu'on nous cache soigneusement. On essaie de nous vendre l'image d'un ouvrier héroïque au marteau, mais cette image se fissure dès que nous commençons à faire les comptes. 3 millions de coups, des millions d'heures hommes, condensés dans des délais irréalistes. Et nous n'avons même pas encore parlé du poids des tôles de revêtement elles-mêmes. Des plaques d'acier pesant plusieurs tonnes. Il fallait les soulever, aligner parfaitement les trous, les fixer. Au début du XXe siècle, alors que les grues étaient primitives et lentes, comment ont-ils assuré une telle précision d'assemblage pour que 3 millions de trous coïncident parfaitement? Car si les trous dans 2 tôles sont décalés d'1 millimètre seulement, le rivet ne rentrera pas. On ne peut pas le forcer, il faut repercer. Et c'est encore du temps qu'ils n'avaient pas. Les rapports officiels du chantier naval regorgent de chiffres de salaire et de nombre d'ouvriers. Mais ces documents pourraient être aussi faux que toute notre chronologie. Pourquoi ne nous montre-t-on pas les plans d'outils capables d'automatiser ce processus? Ou peut-être que de tels outils n'existaient pas officiellement, parce qu'ils appartenaient à une autre époque technologique. Nous voyons le Titanic comme le sommet de la révolution industrielle. Mais que se passe-t-il s'il n'est qu'un vestige, l'héritage d'une civilisation plus avancée que nous avons simplement appropriée et tenté de copier, sans jamais comprendre comment cela avait été réellement réalisé? Les chiffres le crient. Les mathématiques ne savent pas mentir, contrairement aux historiens qui réécrivent les manuels sous la dictée des vainqueurs. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg du mensonge. Nous allons aller plus loin, et vous verrez que le problème n'est pas seulement dans les rivets. Le problème est de savoir d'où venaient les gens capables de construire une telle chose. Regardez attentivement les photographies d'archives du chantier naval Harland et Wolff. Voyez-vous cette forêt d'acier cyclopéenne entourant les carcasses des futurs paquebots? Ce sont les échafaudages Harold Gantry. Officiellement, on nous dit que cette structure a été érigée spécialement pour la construction des Olympiques. Mais arrêtons-nous une seconde et réfléchissons à ce que nous voyons. Nous sommes face à une structure d'ingénierie qui, par sa complexité et sa technologie, dépasse presque les navires eux-mêmes. Une hauteur de près de 70 mètres, une longueur de 260 mètres, des grues gigantesques, des ascenseurs électriques, des plateformes mobiles. Et tout cela aurait été construit en un temps record, juste pour assembler quelques navires? C'est économiquement absurde.
à moins que cette infrastructure ne nous ait été léguée par une époque sur laquelle les historiens préfèrent garder le silence. Mais revenons à nos rivets, car c'est en eux que se cache le diable des détails, détruisant l'image officielle du monde. Les historiens de la construction navale, acculés par les mathématiques, admettent à contre-cœur, oui, une partie des rivets était posée par des machines hydrauliques. Ils les appellent les hommes de fer. C'étaient d'énormes pinces, suspendues à des grues, qui serraient le rivet incandescent sous la pression de l'eau. Il semblerait que voilà la solution de l'énigme. Les machines ont fait tout le travail. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. La documentation technique officielle stipule que l'hydraulique n'était utilisée que sur la quille et sur certaines sections du fond. Savez-vous pourquoi? Parce que ces machines étaient des monstres, lourds de plusieurs tonnes et peu maniables. Elles ne pouvaient physiquement pas atteindre les bordés verticaux, les tôles incurvées de la poupe ou de la proue, et encore moins les cloisons intérieures. L'espace entre les mâchoires de la presse était limité, et la portée de la flèche ne permettait pas de travailler en hauteur sans un système de suspension extrêmement complexe que nous n'observons pas sur les photographies des travaux de masse. Il en résulte que 80, voire 90% de la coque relève toujours de ce fameux travail manuel dont nous avons déjà prouvé l'impossibilité. Approfondissons l'aspect purement physique. L'épaisseur des tôles d'acier du revêtement du Titanic atteignait 37 mm. C'est presque 4 cm d'acier allié. Pour assembler deux telles tôles en chevauchement et assurer l'étanchéité, il faut appliquer un effort colossal. Un coup de marteau manuel, même donné par un homme fort, agit sur la surface de manière ponctuelle et impulsive. Le métal du rivet refroidit en quelques secondes. Si vous n'avez pas eu le temps de former la tête et de remplir le trou avec le métal avant que la température ne tombe en dessous du seuil critique, le rivet se contractera de manière incorrecte en refroidissant. Il ne serrera pas les tôles. Un micro-interstice apparaîtra. Pour un sous-marin ou un paquebot transatlantique, c'est une condamnation à mort, avant même le lancement. L'eau sous pression trouvera son chemin. Mais le Titanic était considéré comme insubmersible précisément en raison de la qualité de son assemblage. Comment une foule d'ouvriers épuisés, munis de masse, aurait-elle pu assurer une qualité aujourd'hui uniquement accessible aux lignes robotisées? Nous abordons ici une autre contradiction flagrante: la logistique et les ressources humaines. Belfast au début du XXe siècle. Une ville industrielle, mais pas infinie. Pour assurer le rythme de construction déclaré dans les rapports officiels, le chantier naval aurait dû employer 15 000 personnes simultanément. 15 000 hommes en âge de travailler, hautement qualifiés. Où vivaient-ils? L'analyse des cartes de Belfast de cette époque ne nous montre pas de gigantesques nouveaux quartiers résidentiels construits pour cette armée d'ouvriers. Où était l'infrastructure? Où étaient les cantines capables de nourrir une légion? Où étaient les hôpitaux, qui auraient dû être débordés de personnes souffrant de traumatismes, de brûlures et de surdité professionnelle? Imaginez l'impact acoustique du travail simultané de centaines de marteaux sur une coque métallique creuse, agissant comme un résonateur géant. C'est des milliers de décibels. Sans les protections auditives modernes, après un mois de travail de ce genre, la moitié de la ville aurait dû devenir sourde. Mais les archives médicales ne révèlent aucune augmentation massive de la surdité à Belfast en 1910. Étrange, n'est-ce pas? Comme si ces 15 000 personnes n'avaient tout simplement pas existé dans notre réalité. Et si elles n'avaient vraiment pas existé? Et si nous regardions un processus non pas de construction, mais de restauration? Regardez les photos de ces années sous un autre angle. Nous voyons des gens s'affairer autour d'une immense coque. Mais la construisent-ils à partir de zéro? Ou sont-ils simplement en train d'entretenir, de peindre et de remplacer des éléments individuels sur quelque chose qui a été créé bien avant eux? Cela expliquerait à la fois l'absence de l'infrastructure nécessaire pour les ouvriers et l'impossibilité d'un rivetage manuel à de tels volumes. Ils n'ont pas posé 3 millions de rivets. Ils ont peut-être remplacé quelques milliers,
pour remettre en service ce mécanisme ancien. Cela résout toutes les contradictions mathématiques. Nul besoin de chercher des technologies hydrauliques perdues si la coque était déjà prête. Mais alors se pose une question qui donne des frissons. Qui a construit ces navires à l'origine? Et pourquoi la technologie de leur création a-t-elle été perdue au point que nous avons dû inventer des histoires de riveurs héroïques? Portez attention aux tôles d'acier elles-mêmes, leur taille et leur qualité. Au début du XXe siècle, la métallurgie se développait certes, mais la production de tôles laminées d'une telle surface et d'une telle planéité parfaite est un défi, même pour les usines modernes. Les tôles du Titanic, à en juger par les photos, étaient énormes. Comment les transportait-on? Les chemins de fer de l'époque avaient des restrictions de gabarit. Les routes pour le transport hippomobile, encore plus. On nous montre des charrettes tirées par des chevaux transportant des ancres. Mais où sont les photos du transport de centaines de tonnes de tôle à travers les rues de la ville? Il n'y en a pas. Soit les usines étaient directement sur le chantier naval, ce qui n'était pas le cas, soit la logistique était assurée par des moyens dont on a oublié de nous parler. Ou bien, je le répète, ces tôles n'étaient pas transportées car elles faisaient déjà partie d'une structure présente là depuis des siècles. Nous avons l'habitude de penser que le progrès est linéaire, que nous allons du primitif au complexe. Mais l'histoire du Titanic, si on lui enlève son vernis hollywoodien, crie le contraire. Nous voyons une dégradation. Nous voyons des tentatives de servir des technologies de haut niveau avec des outils primitifs. C'est comme si aujourd'hui, après une catastrophe mondiale, les survivants tentaient de réparer une centrale nucléaire avec des haches de pierre, puis racontaient des légendes sur la façon dont ils l'avaient construite. Les rivets du Titanic ne sont pas de simples fixations. Ce sont les clous du cercueil de la version officielle de l'histoire. Et plus nous regardons attentivement le métal, plus les traces d'une civilisation complètement différente apparaissent clairement. Une civilisation qui opérait avec d'autres énergies et d'autres échelles. Maintenant, descendons des échafaudages où nous avons laissé nos riveurs imaginaires et plongeons dans les entrailles mêmes de ce Léviathan. Si les mathématiques des rivets vous laissent perplexe, la logistique du carburant devrait simplement vous époustoufler. Les spécifications officielles du Titanic indiquent que son cœur battait grâce au charbon. 29 chaudières gigantesques, 159 foyers. Pour que cette machine puisse avancer à une vitesse de 20 nœuds, elle devait dévorer plus de 600 tonnes de charbon par jour. 600 tonnes. Imaginez un train de 10 wagons lourdement chargés. Et tout cela devait être jeté dans les foyers à la main, à la pelle. On nous dit que 176 hommes travaillaient dans les chaufferies. Divisez 600 tonnes par 176. Cela signifie que chaque chauffeur, travaillant en enfer, où la température de l'air atteignait 50 degrés, devait transvaser près de 3,5 tonnes de charbon par quart de travail. Et pas seulement transvaser, mais le répartir uniformément sur les grilles. C'est un non-sens biomécanique. Le corps humain, même le plus entraîné, s'épuiserait à un tel travail en quelques jours. Le cœur ne tiendrait pas. Mais on nous dit que ces hommes travaillaient ainsi par rotation pendant des années. Nous sommes ici confrontés au même paradoxe que pour les rivets. Le cahier des charges dépasse les capacités physiques de l'homme de cette époque. Et si le charbon n'était pas le carburant d'origine du Titanic? Regardez les schémas des salles des machines. Il ressemble à un enchevêtrement chaotique de tuyaux et de chaudières, entassés dans un espace qui a manifestement été conçu pour autre chose. Élégant, compact et puissant. Il existe une théorie selon laquelle, ayant hérité ces navires gigantesques d'une civilisation passée, nous n'avons tout simplement pas été capables de faire fonctionner leurs réacteurs originaux. Nous avons éventré la garniture de haute technologie dont nous ne comprenions pas le principe de fonctionnement. Peut-être s'agissait-il d'électricité atmosphérique ou de l'énergie de l'éther, dont Tesla et Mendeleïev parlaient tant avant que leurs travaux ne soient réédités. Et à la place de cette énergie propre, nous, tels des barbares, avons inséré des chaudières à vapeur primitives, transformant le noble navire
en une gigantesque fournaise fumante. Nous l'avons forcé à fonctionner au bois et au charbon, parce que c'était notre limite. Cela explique pourquoi les cheminées du Titanic étaient si démesurément grandes. La 4e cheminée était même factice, comme le reconnaissent les historiens. À quoi servait-elle? À la ventilation? Ou était-ce un vestige de l'ancien système, dont nous avons oublié la fonction? Montez maintenant sur les ponts supérieurs, dans les salons de première classe. Voyez-vous cette dissonance frappante? En bas, le travail infernal, sale, impossible des chauffeurs. Et en haut, des intérieurs dignes des palais des empereurs romains. Des sculptures parfaites en chêne, d'énormes dômes de verre, des mosaïques, des incrustations. Qui a créé cela? Les mêmes personnes qui vivaient dans les baraquements sales de Belfast? Où étaient les écoles de maîtres capables d'un travail aussi raffiné à l'échelle industrielle? Nous voyons ici la collision de deux mondes. Les technologies de construction de la coque et de finition des intérieurs sont en avance de plusieurs siècles sur les technologies d'exploitation. C'est comme si, dans un vaisseau spatial, on allumait un feu de camp pour se réchauffer. Nous utilisons les artefacts d'une grande époque comme des sauvages ayant trouvé un smartphone et l'utilisant comme planche à découper. Mais le plus terrible réside dans la démographie. Pourquoi construire de tels géants en 1912? La population mondiale, selon les données officielles, était bien moindre. La migration? Oui, on nous parle de millions d'Irlandais et d'Italiens naviguant vers l'Amérique. Mais regardez les photographies des passagers de 3e classe. Ils ne ressemblent pas à des gens cherchant une vie meilleure, mais à des réfugiés après une catastrophe mondiale. Leurs vêtements sont souvent trop grands. Leur visage n'exprime pas l'espoir, mais la perdition. Il existe une théorie selon laquelle le début du XXe siècle n'est pas l'aube de la civilisation, mais une période post-apocalyptique. La grande réinitialisation avait déjà eu lieu. Les villes étaient vides ou à moitié submergées. Rappelez-vous les célèbres premiers étages, enfouis sous terre. Et ces navires archétypes n'étaient pas utilisés pour le tourisme, mais pour la migration massive des survivants, pour le peuplement des territoires nettoyés. L'Olympique, le Titanic, le Britannique, ce n'étaient pas des projets commerciaux. C'étaient des transporteurs du nouvel ordre mondial. Leur capacité réelle aurait pu être bien supérieure à celle officiellement déclarée. On nous parle de 3000 personnes, mais les dimensions du navire permettraient d'en accueillir 10 000, si l'on supprimait le luxe qui, peut-être, n'était qu'un décor pour détourner l'attention. Remarquez les étranges espaces vides sur les plans, désignés comme cales de fret ou salles de courrier. Qui transportait-on réellement? Des équipements de terraformation? Ou peut-être des enfants? Ces mêmes orphelins dont les orphelinats du monde entier regorgeaient à cette époque et dont l'origine est si nébuleuse. L'histoire des trains d'orphelins est connue de tous. Mais pourquoi ne pensons-nous pas aux navires d'orphelins? Nous voyons le Titanic comme une tragédie de l'orgueil, mais il s'agissait peut-être d'une opération d'élimination planifiée. L'élimination de preuves. Si ces navires étaient l'héritage d'une civilisation passée, il fallait les détruire après qu'ils aient rempli leur fonction de réinstallation. On ne pouvait pas permettre aux gens de commencer à poser des questions. Comment avons-nous construit cela, si nous ne pouvons même pas fabriquer une tuyère normale en acier inoxydable? La destruction du Titanic n'est pas une collision avec un iceberg. C'est un sacrifice rituel et en même temps, un nettoyage des traces technologiques. Regardez la liste des victimes. Parmi elles se trouvaient de nombreux millionnaires qui s'opposaient à la création de la réserve fédérale. Pratique, n'est-ce pas? D'une pierre deux coups. Éliminer les opposants financiers et couler les technologies qui ne devaient pas être transmises à la nouvelle humanité. Sur les photographies du départ du Titanic, les gens sur le quai ressemblent à des fourmis devant un vaisseau spatial extraterrestre. Nous ne sommes pas à l'échelle de ces structures. Les portes sont trop hautes pour nous, les plafonds sont démesurés.
Les balustrades sur certains ponts sont étrangement basses, ou au contraire, trop hautes. C'est une architecture non pas pour un homme d'1,70 m, c'est une architecture pour des géants, dont on racontait des légendes, et qui apparemment ont été exterminés peu de temps auparavant. Nous avons simplement pris leur place, enfilé leurs costumes qui nous pendent comme des sacs, et avons essayé de faire fonctionner leurs machines. Et la fin était inéluctable. Le Titanic ne pouvait que couler. C'était la mort programmée d'une relique. Mais la catastrophe a ouvert une boîte de Pandore que les autorités tentent de refermer depuis 100 ans, en inventant des histoires d'icebergs et d'accidents. Mais la glace n'est pas la seule chose qui a percé la coque. Elle a été percée par la vérité, qui ne commence à faire surface que maintenant. Maintenant que nous avons pris conscience de l'impossibilité de construire et de l'absurdité d'exploiter ces géants, il est temps de poser la question la plus effrayante. Pourquoi se sont-ils si empressés de se débarrasser de ces navires? L'histoire du naufrage du Titanic n'est pas une simple succession de coïncidences tragiques. C'est une opération planifiée de destruction de preuves qui aurait pu révéler notre véritable origine. Rappelez-vous l'histoire du navire Olympic, le grand frère du Titanic. 1 an avant la catastrophe, l'Olympic est impliqué dans une collision avec le croiseur HMS Hawke. Il subit une énorme brèche. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Le verdict des ingénieurs, l'Olympic est coupable. L'assurance ne paie pas. La compagnie subit des pertes colossales. Mais au lieu de réparer le navire, ils effectuent d'étranges manœuvres. Il existe une théorie populaire sur la substitution des navires. Mais examinons-la sous l'angle des technologies perdues. Et si nous ne pouvions tout simplement pas réparer physiquement l'Olympic? Et si l'alliage du revêtement, créé par une civilisation ancienne, était si complexe dans sa composition que nos rustines d'acier primitifs de 1910 se détachaient tout simplement? Nous étions confrontés à une situation où des aborigènes tentent de réparer une navette spatiale avec de l'argile et des branches. Nous ne possédions pas la technologie de soudure ou de liaison moléculaire qui était utilisée à l'origine. Nous ne pouvions que percer des trous et insérer nos rivets grossiers, compromettant l'intégrité de la structure. L'Olympic endommagé est devenu un morceau de métal inutile, impossible à restaurer. Et c'est alors qu'il fut décidé. L'envoyer par le fond sous l'apparence du tout nouveau Titanic, en touchant l'assurance et, ce qui est plus important, en faisant disparaître l'épreuve. C'était une opération de dissimulation de notre impuissance technologique. Nous n'avons pas construit ces navires, nous les avons usés. Et quand ils tombaient en panne, nous les coulions, car la réparation dépassait notre entendement. Regardez la nature des dommages du Titanic, la rupture de la coque. Officiellement, on nous dit que l'acier était fragile en raison de la présence de soufre. Encore ce mensonge commode. L'acier n'était pas fragile, il était différent. Il était conçu pour d'autres charges et un autre environnement. Peut-être pour un milieu éthérique dont nous ne savons rien. L'exposition à notre atmosphère dense et agressive et à l'eau a rendu ce métal vulnérable, comme un poisson sorti de l'eau. Cela nous amène à une vision globale du monde de cette époque. Regardez autour de vous. Le Titanic n'était pas seul. Au même moment, partout dans le monde, de l'Amérique à l'Australie, se dressent de grandioses bâtiments, prétendument fraîchement construits. Gares, bibliothèques, Capitole. Ils sont tous construits dans un style antique unifié, avec des portes, des colonnes et des coupoles gigantesques. Et pour chacun d'eux, on nous raconte la même fable. Construit en 2 ans, à coups de pioche et de pelle, la pierre transportée à cheval. Sentez-vous ce schéma. Le Titanic est une cathédrale flottante de cette même époque. Il fait partie d'une infrastructure mondiale unifiée qui nous est parvenue après une catastrophe survenue au XIXe siècle. Nous appelons cela l'ère victorienne, mais c'était peut-être l'ère du pillage. Nous avons peuplé des villes vides, relancé des usines survivantes, tant bien que mal remis en marche les chaudières des grands navires
et appelez cela l'industrialisation. Nous sommes une civilisation de culte cargo. Nous prions des plans que nous ne comprenons pas et imitons les actions des dieux qui nous ont précédés. Regardez les effondrements démographiques du milieu du 19e siècle. Où sont les milliards d'êtres humains? Pourquoi les photos des villes de cette époque sont-elles si vides? Pourquoi les rez-de-chaussée des bâtiments sont-ils recouverts de boue partout dans le monde? Ce sont les traces de ce même déluge de boue ou d'un autre cataclysme qui a effacé les précédents maîtres de la planète. Et nous sommes ceux qui sont venus après, ou ceux qui ont été créés en éprouvette pour peupler ce monde vide. C'est pourquoi l'histoire officielle du Titanic est si importante pour nous. Elle crée une illusion de continuité. Elle nous dit « Regardez, ce sont vos grands-pères qui ont fait ça ». Mais une voix intérieure, en regardant ses joints rivetés et ses intérieurs majestueux, murmure « Non, nous ne sommes pas capables de cela ». Même aujourd'hui, avec nos ordinateurs et nos robots, nous ne pouvons pas reproduire la moulure de façade d'un immeuble de rapport ordinaire du 19e siècle avec la même facilité et la même élégance. Et on nous propose de croire que cela a été fait par des paysans analphabètes pour un bol de soupe. Le naufrage du Titanic est devenu un acte symbolique d'adieu à l'ère des géants. Ce fut un sacrifice marquant le passage à une nouvelle réalité simplifiée, vers un monde de plastique, de béton et de contrefaçon bon marché. Un monde où la connaissance est remplacée par des instructions et l'histoire par la propagande. Ceux qui étaient aux commandes de cette conspiration, appelez-les le gouvernement mondial, les prédicteurs ou les prêtres, savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Il fallait effacer le souvenir de la grandeur du passé. Tant que des artefacts comme le Titanic existaient, les gens pouvaient poser des questions. Les gens pouvaient comparer. Et la comparaison n'était pas en faveur du nouveau pouvoir. C'est pourquoi les géants devaient disparaître. Disparaître tragiquement, bruyamment, pour que la peur des éléments paralyse la volonté de chercher la vérité. La catastrophe était inévitable non pas à cause de l'iceberg, mais à cause de l'incompatibilité des technologies. Nous essayons de piloter une machine à remonter le temps avec une clé à molette. Et quand elle a explosé, nous avons inventé une belle histoire d'amour et de mort pour cacher notre insignifiance. Nous vivons sur des ruines que nous n'avons même pas daigné étudier en profondeur avant de commencer à détruire. Le Titanic repose au fond, non pas comme un monument à l'insouciance humaine, mais comme une capsule temporelle gardant les secrets de la métallurgie et de l'ingénierie que nous avons perdus. Et chaque fois que des bathyscaphes descendent vers lui, on ne nous montre que ce qui peut être montré. Des chaussures, des assiettes, la baignoire du capitaine. Mais on ne nous montre jamais les sections de métal au point de rupture sous microscope. On ne nous montre jamais le fond sous la couche de vase, où pourraient se trouver des pièces de moteur, dont le principe de fonctionnement bouleverserait la physique. Parce que si nous apprenons la vérité sur le Titanic, tout le château de cartes de notre histoire s'effondrera. Nous comprendrons que nous ne sommes pas le sommet de l'évolution, mais des vestiges dégénérés de quelque chose de plus grand.